Briser le silence autour du phénomène d'excision dans le monde, c'est la vitrine de cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur Global LTV et vous êtes en direct de l'info du jour. La mutilation génitale féminine est une pratique présente dans bien des pays dans le monde. Elle est une émanation des traditions ancestrales et malgré le fait que cet acte soit réprimandé par certains États, l'excision persiste tout de même. Aujourd'hui, ce reportage, Pythagore Lakoudi nous en dit plus. Les mutilations génitales féminines, plus communément appelées excision, désignent l'ablation totale ou partielle des organes génitaux extérieurs de la femme. Dans le monde, on compte environ 35 pays dans lesquels au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales. Dans la plupart de ces pays, la majorité des filles sont excisées avant l'âge de 5 ans. Plus présentes en Afrique, les pays où la prévalence de l'excision chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans est la plus élevée sont la Guinée avec 95% de femmes excisées, Djibouti 94%, le Mali 89% et l'Égypte 87%. Cette pratique est également présente au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. La forte propension à l'excision s'explique essentiellement par la dimension traditionnelle, culturelle ou religieuse de la pratique en place depuis des siècles. Comment ça se passe? Une exciseuse nous explique. La fille s'assied comme ça, sur un morceau de tissu. Je commence par l'anesthésie. Je laisse agir 3 minutes, puis je peux commencer à couper. Je commence par le haut. Je coupe la pointe du clitoris, puis le long des lèvres, des deux côtés. Ensuite, je peux coudre. Je me sers de cette aiguille, comme si je raccommodais des vêtements. Et j'utilise du parfum pour faire cesser les saignements. Ça prend 30 minutes, jusqu'à 1 heure quand la fille gigote beaucoup. En effet, l'excision fait partie d'un rituel traditionnel de passage à l'âge adulte pour les filles âgées à peine d'une quinzaine d'années, âge auquel elles sont censées se marier. C'est pourquoi l'excision se pratique traditionnellement juste avant le mariage afin de rendre la future jeune mariée pure aux yeux de son futur mari. Mais au fil des années, le procédé a perdu de son sens culturel et traditionnel. L'opération est généralement réalisée de nos jours avant l'âge de 5 ans en milieu rural et dans les 40 jours suivant la naissance en milieu urbain. Les hommes refusent parfois d'épouser une fille non excisée car l'excision, c'est aussi un moyen pour eux de contrôler la sexualité des femmes. La pression sociale, le tabou autour du sujet, le manque d'informations sur ses conséquences néfastes pour la santé, les amalgames avec la religion musulmane, les croyances et les superstitions très ancrées dans la communauté font de l'excision une des pratiques traditionnelles néfastes les plus difficiles à éradiquer. Toutefois, il faut noter qu'aujourd'hui, avec la mobilisation des États et des organisations internationales, la scolarisation croissante des femmes, le nombre de mutilations génitales féminines est en recul dans le monde en général et en Afrique en particulier. L'excision en acte, bien qu'interdit, continue tout de même d'être pratiquée dans le monde et dans la lutte contre ce phénomène. Les victimes de cet acte ont choisi de briser le tabou et donc de dénoncer ce qu'on considère désormais comme un crime contre l'humanité. Regardez. Couper. Le terme est brutal, mais c'est là que réside toute l'action de l'excision. Cette pratique représente une mutilation du clitoris chez la jeune fille, une action pourtant interdite dans plusieurs pays. Les jeunes filles victimes sont souvent âgées entre 1 mois et 8 ans. Elles n'y vont pas de leur plein gré, elles sont pour la plupart contraintes par des membres de leur famille. Le forfait est souvent masqué par un stratagème utilisé pour attirer les petites. À l'époque, moi on m'a fait croire, parce que c'est souvent un traquenard, moi on m'a fait croire que j'allais au marché. Donc c'était une tante que j'appréciais beaucoup, donc ils avaient compris que j'aimais beaucoup cette personne. J'étais très contente. Donc j'ai suivi cette femme et je suis arrivée dans un endroit, c'était pas du tout le marché. Je suis arrivée dans un endroit et je m'en souviens, je vois une petite fille sur un morceau de pagne taché de sang, les jambes écartées,
et une vieille dame au bout. Un scénario très difficile à oublier pour la plupart. Les souvenirs restent gravés dans les mémoires. On vous tient les bras, moi je me souviens encore, on m'a tenu les bras, les jambes, espèce d'incompréhension, quoi. Et je me souviens encore, je me disais, mais je vais le dire à ma mère. Même si les adeptes de l'excision sont convaincus de bien faire, les séquelles affectent les victimes sur plusieurs aspects. C'est une partie de leur être qui est coupée avec ce bout de chair. C'est quand un prof de biologie nous a fait travailler sur l'appareil génital féminin. Il a projeté un énorme vagin, je me souviens encore, et donc il y avait les différentes parties. Et c'est vrai que je regardais le vagin, c'était énorme, quoi. Et donc il décrivait, et moi je me suis dit, toi tu n'as pas ça. Donc il parlait, ouais. Et alors je n'ai rien dit aux autres parce que j'avais terriblement honte d'être différente de toutes mes camarades de classe. Donc, il a expliqué ça et à un moment donné, il a fait référence à l'excision en disant dans certains pays, on pratique l'excision. Il n'a pas pensé une seconde que face à lui, il y avait une élève qui l'avait subi. Ah ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais différente. Même si pour certains, cette pratique est culturelle, pour le reste, le combat est encore long. Par ailleurs, les actions continuent d'être menées pour abolir cet acte. On peut en témoigner par la bravoure de ces victimes qui ont choisi désormais de briser le tabou. Now let us take a look at the psychological and physical health risk of female genital mutilation with Blondine Jinka in this report. Female genital mutilation, FGM, is a traditional harmful practice that involves the partial or total removal of external female genitalia or other injury to female genital organs for non-medical reasons. This practice of FGM is recognized internationally as a violation of the human rights of girls and women. It is a practice carried out by traditional practitioners on minors and is a violation of the rights of children, a person's right to health, security and physical integrity, the right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and the right to live in instances when the procedure results in deaths. Female genital mutilation is a harmful practice affecting millions of girls and women across the world. About 200 million women and girls globally are living with female genital mutilation, and 3 million more undergo this unacceptable act every year. Female genital mutilation has no health benefits, and it harms girls and women in many ways. It can lead to immediate health risks as well as a variety of long-term complications affecting women's physical, mental, and sexual health and well-being throughout the life course. According to licensed psychotherapists on the physical and psychological consequences of the female genital mutilations. Physical and gynecological and medical consequences of FGM can be very chronic and severe. Most of the practice that has been dedicated to helping survivors has been from a medical perspective. It's only recently that people have become much more aware of the psychological consequences of this practice. Girls that undergo this practice have severe problems often. Some of them experience no problem later on in life, but most of them have severe psychological, medical, and physical consequences. So it is evident that all female genital mutilation is a harmful practice and is unacceptable from a human rights as well as a public health perspective, regardless of who performs it. Female genital mutilation is a human rights violation condemned by international treaties. In Africa, countries like Kenya and Nigeria impose severe penalties, including prison term and fine, but enforcing this law remains challenging. Joy Ngong tells us more. Female genital mutilation has been recognized as a violation of human rights of women and girls, which are codified in various international and regional human rights treaties, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of the Child, and the African Charter on Human and People's Rights and its Maputo Protocol. Prominent voices that we hear
are men, and we need to listen to women and young girls who've been through feminine genital mutilation and have the scars to show for it. And I don't mean just physical scars, I mean mental scars. We need to listen to activists that have been through FGM and that are now advocating against FGM. In Africa, several countries have enacted stringent laws against FGM, penalizing both offenders and accomplices. Prison sentences vary from a couple of months up to several years. The highest maximum penalty is in Guinea-Bissau, with 6 years imprisonment. In some countries, FGM is also sanctioned with fines up to $1,500. Meanwhile, in most countries, penalties are increased when FGM leads to death of the victim and when carried out by a paramedical professional. Kenya, Burkina Faso, the Gambia, Guinea and Guinea-Bissau go further and also criminalize the failure to report a case of female circumcision to relevant authorities. In Eritrea, the Ministries of Health, Labour and Human Welfare and the National Union of Eritrean Women have combined their efforts to abolish FGM permanently. The joint program supports child and women's rights committees at the sub-Zoba and village levels to create awareness and advocacy to end this practice once and for all. Despite the increase in international, regional and national efforts, the practice still remains widespread in many parts of West Africa. The UNFPA and UNICEF have pledged to continue supporting governments, communities and civil societies to end female circumcision by 2030. Au Burkina Faso, le président de transition Ibrahim Traoré a présidé le Conseil des ministres. À l'issue de ce rendez-vous, d'importantes décisions ont été prises après examination de certains rapports, notamment l'adoption des décrets, des nominations, entre autres. C'était donc ce 24 juillet dernier à Ouagadougou. Brimbanon nous en dit plus. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé le 24 juillet 2024 à Ouagadougou, la capitale, le Conseil des ministres. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions importantes ont été élaborées, entre autres l'adoption de multiples décrets, notamment celui portant mesures de protection des travailleurs, du public, de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. Selon Aboubakar Savadogo, ministre de la Jeunesse assurant l'intérim du porte-parole du gouvernement, le Conseil a examiné 2 décrets à la présidence. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la création, l'organisation, les attributions, la composition et le fonctionnement d'une commission de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRD. Le deuxième décret, adopté au titre de la présidence du FASO par le Conseil des ministres de ce jour, institue l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029. Ces décrets susmentionnés regorgent également des objectifs. Cette commission aura pour mission de faire corriger ou de corriger par elle-même tout dysfonctionnement dans les administrations publiques. Elle aura compétence sur toutes les structures centrales et déconcentrées des administrations civiles, paramilitaires et militaires, des collectivités territoriales, des sociétés d'État, des établissements publics de l'État et des associations reconnues d'utilité publique. L'initiative prévoit un dispositif de pilotage et intègre désormais l'agriculture climato-intelligente, c'est-à-dire une agriculture qui optimise l'efficacité des investissements destinés à lutter contre le changement climatique et qui favorise la production de certaines spéculations et la production piscicole à grande échelle. Ce conseil a aussi donné lieu à un recrutement exceptionnel d'environ 300 personnes. Le recrutement exceptionnel de 300 assistants des eaux et forêts, en complément du recrutement qui était déjà en cours, dont le lancement a démarré le 14 mars 2024. Un autre décret important de ce rendez-vous
est celui de l'adoption de l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso. Le pays s'est engagé dans la mise en place de l'identifiant unique électronique de la personne depuis maintenant plusieurs années. Cet identifiant unique qui permettra d'identifier de façon unique toute personne vivant au Burkina Faso sans aucune autre condition, grâce aux données biométriques telles que les empreintes et les iris, et également grâce à des données biographiques, notamment le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe, permettront de fournir à chaque habitant une preuve d'identité. L'on ne saurait parler de ces grandes décisions sans mettre l'accent sur celles portant mesure sur la protection des biens et des personnes. Projet de décret portant mesures de protection des travailleurs, des patients, du public et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants au Burkina Faso. Ce conseil, dont l'objectif principal était l'examination des rapports soumis à l'appréciation du capitaine Traoré, président de transition, s'est déroulé dans le calme et la sérénité. C'est sur ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez connectés sur les antennes de Global Health Télévision. Rudn Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du RUDN ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.